Par une nuit glaciale, un bûcheron aguerri franchit le seuil d'une taverne et en ressortit avec un fardeau inattendu qui allait bouleverser son existence. Ce qu'il croyait être un simple sauvetage se mua rapidement en une histoire bien plus profonde. Le vent hivernal sifflait lugubrement à travers la forêt de sapins qui encerclait le petit village isolé de Val-des-Cimes. Nous étions en 1887, une époque où la vie sur la frontière était aussi impitoyable que le climat qui la tourmentait. Antoine Mercier, un homme bâti comme un roc, aux mains calleuses et au visage tanné par les éléments, avançait péniblement dans la neige en direction de sa modeste cabane, située à l'orée du bourg. À 42 ans, il avait passé la majeure partie de sa vie parmi les arbres, trouvant du réconfort dans le travail honnête et la solitude que la forêt lui offrait. Alors qu'il passait devant l'auberge du Vieux Chêne, le seul établissement encore éclairé à cette heure tardive, un tumulte attira son attention. Même de l'extérieur, il pouvait entendre la voix éméchée d'Élise Vachon couvrir la mélodie du piano. Élise était connue dans tout Val-des-Cimes pour ses excès et son comportement imprévisible depuis que son mari avait péri dans un accident de flottage de bois 2 ans auparavant. « 7 pièces, c'est mon dernier prix pour la petite », bredouilla Élise en claquant son verre vide sur le comptoir. « Je ne peux plus la nourrir. 7 pièces, et elle est à vous, pour en faire ce qu'il vous plaira. » Antoine se figea sur place. Il savait qu'Élise avait une fille, Clara, une enfant de 12 ans, silencieuse et vive d'esprit, qui passait souvent ses journées à l'école, même durant les vacances, simplement pour fuir son foyer. L'idée de ce qui pourrait advenir d'elle si l'un des hommes les plus frustes du village acceptait cette offre lui noua l'estomac. Sans la moindre hésitation, Antoine poussa les portes battantes de l'auberge. La chaleur à l'intérieur contrastait brutalement avec l'air glacial de la nuit, mais l'atmosphère n'avait rien d'accueillant. Plusieurs hommes s'étaient rassemblés autour d'Élise. Certains semblaient mal à l'aise. D'autres considéraient sa proposition avec un intérêt malsain. « Je prends l'offre », déclara fermement Antoine en tirant 7 pièces d'argent de sa poche, une somme qui représentait près de la moitié de son labeur hebdomadaire. Un silence de plomb s'abattit sur la salle alors qu'il posait l'argent sur le comptoir. « Où est Clara ?» Élise le fixa de ses yeux injectés de sang. « Derrière, je lui ai dit d'attendre là. » Elle s'empara de l'argent et le fourra dans la poche de sa robe rapiécée. « C'est ton problème maintenant, Mercier. » Antoine n'attendit pas un mot de plus. Il traversa rapidement la salle enfumée et sortit par la porte arrière, où il trouva Clara recroquevillée contre le mur. Son mince manteau n'offrait qu'une protection dérisoire contre le froid mordant. Son visage était marqué par les larmes, mais elle gardait une contenance digne, comme si elle avait appris depuis longtemps que pleurer ne servait à rien. « Clara, » dit doucement Antoine en s'agenouillant à sa hauteur. « Je suis Antoine Mercier. Je travaille pour la compagnie forestière. »« Je sais qui vous êtes, monsieur Mercier, » répondit Clara d'une voix étonnamment stable. « Vous avez construit les nouvelles étagères de l'école le printemps dernier. » Antoine hocha la tête, surpris qu'elle s'en souvienne. « Ta mère, elle ne peut pas s'occuper de toi ce soir. Veux-tu venir avec moi ? J'ai une cabane chaude et de quoi manger. » Clara étudia son visage avec attention, ses jeunes yeux révélant une sagesse bien au-delà de son âge. « Est-ce que vous m'avez acheté pour que je travaille pour vous, monsieur Mercier ?» La question brisa le cœur d'Antoine. « Non, enfant. Je t'aide parce que c'est ce qu'il faut faire. Tu auras un endroit sûr où dormir et tu pourras continuer d'aller à l'école, c'est tout. » Après un moment de réflexion, Clara hocha la tête et se leva, serrant contre elle un petit sac en toile qui contenait probablement ses maigres possessions. « Merci, monsieur Mercier. » Tandis qu'il marchait dans la neige vers sa cabane, Antoine ressentit un mélange de colère et de détermination. Il vivait seul depuis que sa femme, Marianne, avait été emportée en couche 8 ans plus tôt, leur enfant mort né avec elle. Il n'avait aucune expérience pour élever un enfant, et encore moins une jeune fille à l'aube de l'adolescence. Mais il savait qu'il n'aurait pas pu l'abandonner au sort qui l'attendait entre les mains de n'importe qui d'autre dans cette taverne. « As-tu faim ?» demanda-t-il alors qu'ils approchaient de son logis. « Oui, monsieur, » admit Clara calmement. « Je n'ai rien mangé depuis hier matin. »
La mâchoire d'Antoine se contracta, mais il garda une voix douce. Nous allons remédier à cela tout de suite. Une fois à l'intérieur, Antoine raviva rapidement le feu dans le petit poêle en fonte et mit à réchauffer une marmite de ragoût qu'il avait préparée la veille. Clara restait maladroitement près de la porte, observant son nouvel environnement avec prudence. « Tu peux mettre tes affaires là-bas », dit Antoine en désignant une petite pièce attenante à la salle commune. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est privé. C'était mon atelier, mais je déplacerai les outils dans la remise demain. » Clara s'avança avec hésitation vers la pièce, jetant un coup d'œil à l'intérieur avant de poser son sac. « Monsieur Mercier, pourquoi m'avez-vous vraiment acheté à ma mère ?» Antoine s'interrompit, cherchant ses mots avec soin. « Je ne t'ai pas acheté, Clara. J'ai payé ta mère pour garantir ta sécurité. Il y a une différence. Personne ne devrait jamais être acheté ou vendu. »« Mais pourquoi moi? Vous ne me connaissez même pas ?» Antoine soupira, le poids des souvenirs pesant sur ses épaules. « Je sais ce que c'est de tout perdre. Et je sais que parfois, les gens ont besoin d'une main tendue pour traverser les pires moments. » Il remua le ragoût, évitant son regard. « Tu mérites mieux que ce qui se passait là-bas ce soir. » Tandis qu'ils mangeaient leur souper tardif en silence, Antoine vit Clara se détendre peu à peu, la chaleur et la nourriture ramenant des couleurs sur ses joues. Il ignorait ce que le lendemain apporterait ou comment il s'y prendrait pour s'occuper de cet enfant. Mais il savait, avec une certitude absolue, qu'il avait pris la bonne décision. Le lendemain matin, Antoine s'éveilla avant l'aube, comme à son habitude. Pendant un instant désorientant, il oublia les événements de la veille, jusqu'à ce qu'il entende le souffle léger provenant de la pièce adjacente. La réalité lui revint de plein fouet. Il était désormais responsable du bien-être d'une jeune fille. Il se déplaça sans bruit, alimentant le feu et préparant un petit déjeuner simple composé de gruau et de pommes séchées. Tout en travaillant, il réfléchissait aux changements nécessaires pour rendre sa cabane de célibataire convenable pour Clara. L'atelier transformé en chambre aurait besoin d'un vrai lit, pas seulement de l'amas de couverture qu'il avait disposé à la hâte la nuit précédente. Il lui faudrait des vêtements, des fournitures scolaires et d'innombrables autres choses auxquelles il n'avait jamais eu à penser auparavant. Clara émergea de sa chambre alors que l'odeur du petit déjeuner emplissait la pièce. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et elle avait visiblement tenté de lisser les faux plis de sa robe usée. « Bonjour, monsieur Mercier », dit-elle formellement, hésitant sur le seuil. « Bonjour, Clara. Tu as bien dormi ?»« Oui, monsieur, mieux que depuis longtemps. » Antoine fit un geste vers la table. « Le déjeuner est presque prêt. Ensuite, je pensais que nous pourrions aller au village, parler au shérif Dupuis pour officialiser les choses et te procurer le nécessaire. » Le visage de Clara pâlit légèrement. « Est-ce que je devrais voir ma mère ?» Antoine marqua une pause, pesant sa réponse. « Pas aujourd'hui si tu ne le souhaites pas, mais il faudra bien un jour. Nous devons régler la situation correctement. » Ils mangèrent dans un silence relatif jusqu'à ce que Clara prenne la parole de manière inattendue. « Ma mère n'a pas toujours été comme ça, monsieur Mercier. Avant la mort de papa, elle chantait tout le temps. C'est elle qui m'a appris à lire quand j'étais toute petite. » Antoine hocha la tête, touché par le besoin de l'enfant de défendre sa mère malgré tout. « Le chagrin peut changer les gens d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée, » répondit-il doucement. « Ce n'est pas ta faute, Clara. Rien de tout cela n'est de ta faute. » Le petit déjeuner terminé, ils s'emmitouflèrent pour affronter le froid et prirent la direction du village. La matinée était lumineuse et claire, le soleil faisant scintiller la neige fraîche. Plusieurs villageois s'arrêtèrent pour les dévisager sur leur passage. Les nouvelles des événements de la veille s'étaient déjà répandues dans tout Val-des-Cimes avec l'efficacité redoutable propre aux petites communautés. Au bureau du shérif, Antoine expliqua la situation tandis que Clara patientait sur un banc à l'extérieur. Le shérif Dupuis, un homme pragmatique doté d'un solide sens de la justice, écouta attentivement. « Ce que tu as fait est admirable, Antoine, mais juridiquement épineux, » dit le shérif en lissant sa moustache pensivement. « Élise reste la mère de la petite. Peu importe le spectacle honteux d'hier soir. Cependant, vu les circonstances, je peux arranger une tutelle temporaire, du moins jusqu'au passage du juge au printemps. »
Je veux m'assurer qu'elle soit en sécurité, Dupuis, qu'elle n'ait jamais à retourner dans cet enfer. » Le shérif acquiesça. J'avais l'intention d'avoir une conversation sérieuse avec Élise depuis un moment. C'est peut-être le coup de semonce dont elle a besoin pour se reprendre. Ou cela nous donnera les motifs nécessaires pour établir un arrangement permanent pour le bien de l'enfant. Une fois les premières formalités réglées, Antoine et Clara se rendirent au magasin général. L'épouse du propriétaire, Madame Leblanc, une femme au grand cœur dont les propres enfants avaient quitté le nid, prit immédiatement Clara sous son aile. « Pauvre petite, elle est mince comme un fil », chuchota Madame Leblanc à Antoine, alors que Clara examinait une étagère de livres. « Tu fais une bonne action, Antoine Mercier. Ne laisse personne te dire le contraire. » Avec l'aide de la commerçante, ils choisirent plusieurs robes, un manteau chaud, des bottes robustes et divers articles personnels dont Clara aurait besoin. Antoine ne sourcilla pas à l'annonce du prix, bien que cela représentât la quasi-totalité de ses économies. Lorsque Madame Leblanc glissa des rubans supplémentaires et un petit miroir à main dans leur paquet sans les ajouter à la note, Antoine fit mine de ne rien voir, mais un hochement de tête marqua sa gratitude. Alors qu'ils traversaient le village avec leurs achats, Clara s'arrêta soudainement devant l'école. « Pourrais-je encore aller en classe, monsieur Mercier ? Je ne veux pas prendre de retard. »« Bien sûr, » l'assura Antoine. « L'instruction est importante. Ma Marianne, elle était institutrice autrefois. » Il laissa sa phrase en suspens, surpris d'avoir mentionné sa femme. Il ne parlait que rarement d'elle. « Avant quoi, monsieur Mercier ?» demanda doucement Clara. Antoine prit une profonde aspiration. « Avant qu'elle ne meure. Ma femme est partie il y a 8 ans. » Clara absorba cette information en silence, puis tendit la main avec hésitation pour toucher le bras du colosse. « Je suis désolé pour votre femme, monsieur Mercier, et merci de m'aider. » Ce simple geste de compassion, venant d'une enfant qui avait toutes les raisons de ne penser qu'à ses propres malheurs, émut profondément Antoine. Ils continuèrent à marcher, et Antoine se surprit à partager davantage de souvenirs sur Marianne, comment elle aimait les fleurs sauvages et la poésie, et comment elle avait rêvé d'ouvrir une véritable école à Val-des-Cimes. De retour à la cabane, Antoine passa l'après-midi à déplacer ses outils de menuiserie vers la remise et à construire un cadre de lit simple mais solide pour la chambre de Clara. L'effort physique lui était familier et réconfortant, lui laissant le temps d'assimiler le changement radical survenu dans sa vie. Pendant ce temps, Clara avait pris l'initiative de nettoyer la cabane, frottant les planchers et organisant la cuisine avec une efficacité qui en disait long sur sa vie avec sa mère. Lorsqu'Antoine rentra pour le souper, il trouva l'intérieur plus ordonné qu'il ne l'avait été depuis des années, et une marmite de ragoût mijotée sur le poêle. « Tu n'avais pas à faire tout ça, » dit-il, regardant autour de lui avec surprise. « Je veux aider, » répondit Clara. « Je sais cuisiner et nettoyer. Je le fais à la maison depuis que j'ai 8 ans. » Antoine ressentit un mélange de gratitude et de tristesse. « J'apprécie, Clara, mais tu es une enfant. Ton travail principal devrait être l'école et, être une enfant. » Clara parut sincèrement confuse. « Mais si je n'aide pas, pourquoi voudriez-vous me garder ?» Antoine s'agenouilla pour capter son regard. « Clara, je ne te garde pas pour ce que tu peux faire pour moi. Tu es la bienvenue ici, quoi qu'il arrive, tu comprends ?» Le concept lui semblait étranger, mais elle hocha lentement la tête. Ce soir-là, après que Clara se fut couchée dans sa nouvelle chambre, Antoine s'assit près du feu et écrivit une lettre à sa sœur en ville, expliquant la situation et demandant des conseils sur l'éducation d'une jeune fille. En écrivant, il réalisa avec une certaine surprise que, malgré les défis à venir, et pour la première fois en 8 ans, sa cabane ressemblait à nouveau à un foyer. Février céda la place à mars, et la vie s'organisa autour d'une nouvelle routine pour Antoine et Clara. Chaque matin, Antoine se levait tôt pour préparer le déjeuner avant de partir rejoindre l'équipe de bûcherons, tandis que Clara se rendait à l'école. L'après-midi, elle faisait ses devoirs sur la table de la cuisine avant le retour d'Antoine, moment où ils préparaient le souper ensemble. L'arrangement n'était pas sans difficulté. Antoine n'avait aucune expérience parentale, encore moins avec une jeune fille entrant dans l'adolescence. Il y avait des conversations maladroites et des malentendus, mais tous deux faisaient de sincères efforts pour s'adapter.
Ce qu'Antoine n'avait pas anticipé, c'était la réaction du village. Si beaucoup, comme Madame Leblanc et le shérif Dupuis, soutenaient sa décision, d'autres voyaient la situation d'un mauvais œil. Les murmures le suivaient à la scierie et en ville. Un homme seul élevant une jeune fille soulevait des sourcils, quelles que soient les circonstances. N'y prête pas attention, lui conseilla François, son ami le plus proche parmi les bûcherons, alors qu'ils travaillaient côte à côte un matin. Les gens ont toujours besoin de quelque chose à se mettre sous la dent. Ils trouveront bientôt un nouveau sujet de commérage. Antoine acquiesça, mais demeura soucieux. Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète, François, c'est pour Clara. Elle a assez enduré sans avoir à subir les rumeurs. Comment la petite s'adapte-t-elle demanda François en essuyant la sueur de son front malgré la fraîcheur persistante. Mieux que je ne l'espérais, admit Antoine. Elle est vive comme l'éclair. Son institutrice, mademoiselle Garnier, dit qu'elle est la meilleure élève de l'école malgré tout. Mais elle fait encore des cauchemars, et elle est trop sérieuse pour son âge. Elle essaie toujours de mériter sa place. François hocha la tête pensivement. Le temps, Antoine. Certaines blessures demandent du temps. Pendant ce temps, Clara faisait face à ses propres épreuves à l'école. La plupart de ses camarades étaient gentils, mais certains, ayant entendu les médisances de leurs parents, la traitaient différemment. Un jour, pendant la pause du midi, alors que Clara était assise seule avec un livre, Émilie, la fille du banquier, s'approcha avec 2 de ses amis. « Ma mère dit qu'il est inconvenant que tu vives avec monsieur Mercier », lança Émilie assez fort pour être entendue. Elle dit que seules les filles de mauvaise vie sont vendues par leur mère. Clara garda les yeux rivés sur son livre, ses jointures blanchissantes tant elle serrait les pages. « Il t'a probablement prise juste parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour nettoyer sa cabane crasseuse », ajouta une autre fille avec un rire moqueur. « Monsieur Mercier est un homme bon », répondit finalement Clara, sa voix calme mais ferme. « Et ma mère est malade, pas méchante. Elle ne sait pas ce qu'elle fait parfois. » « Mon père dit qu'elle sait exactement ce qu'elle fait, » rétorqua Émilie. « Il dit qu'elle est la honte de la ville. » Clara se leva brusquement, rassemblant ses affaires. « Ton père a peut-être raison sur ce point, dit-elle, surprenant les filles par son honnêteté. Mais monsieur Mercier m'aide, et cela le rend meilleur que les gens qui ne font que jacasser sur les malheurs des autres. » Elle s'éloigna la tête haute, mais une fois seule derrière l'école, elle s'autorisa quelques larmes. Elle ne voulait pas être un fardeau pour Antoine. Elle ne voulait pas alourdir son existence par sa simple présence. L'idée de retourner sous la garde de sa mère la terrifiait, mais elle se demandait si Antoine ne finirait pas par se lasser des commérages et des responsabilités qu'elle apportait dans sa vie. Cet après-midi-là, lorsque Clara rentra à la cabane, elle était inhabituellement silencieuse. Antoine le remarqua immédiatement, mais ne la pressa pas de questions. Pendant qu'il préparait le souper, il choisit plutôt de lui raconter des histoires sur la forêt, décrivant les différentes essences d'arbres et les animaux qu'il croisait lors de ses journées de labeur. Peu à peu, il vit ses épaules se détendre et un léger sourire réapparut sur son visage. Après le repas, alors qu'ils étaient assis près de l'âtre, Clara évoqua enfin ce qui la tourmentait. « Certains enfants à l'école ont dit des choses aujourd'hui sur ma mère et sur le fait que je vive ici avec vous. » Antoine posa le morceau de bois qu'il était en train de sculpter. « Les gens ont souvent peur de ce qu'ils ne comprennent pas, Clara. Ils comblent les vides avec leurs propres histoires. Ils ont dit que je suis un fardeau pour vous, que vous m'avez prise seulement parce que vous aviez besoin de quelqu'un pour faire le ménage. » Elle hésita, puis ajouta d'une voix plus frêle, « Peut-être qu'ils ont raison. Votre vie était plus simple avant moi. » Antoine s'approcha pour s'asseoir près d'elle. « Plus simple, oui, mais pas meilleure. » Il choisit ses mots suivants avec soin. « Après la mort de Marianne, je pensais que le vide dans cette cabane était quelque chose que je devais simplement accepter. Je ne m'attendais pas à avoir une famille à nouveau, mais ta présence ici m'a rappelé ce que signifie avoir un but, au-delà de la simple survie au jour le jour. » Clara leva les yeux vers lui, scrutant son visage à la recherche de sincérité. « Vraiment ? » ?»« Vraiment, confirma-t-il. Je ne prétendrai pas que c'est toujours facile. Nous apprenons tous les deux en chemin. Mais ne pense jamais que tu es un fardeau, Clara. Tu ne l'es pas.
Une semaine plus tard, la situation avec Élise Vachon atteignit un point critique. Antoine travaillait à la scierie lorsque le shérif Dupuis arriva, le visage grave. « On a trouvé Élise inconsciente chez elle », informa-t-il doucement Antoine. « Le docteur Martin dit que c'est l'alcool. Il n'est pas sûr qu'elle s'en sorte cette fois. » Antoine posa immédiatement ses outils. « Clara est au courant ?»« Pas encore. J'ai pensé que c'était à toi de lui dire. » Antoine hocha la tête sombrement. « Je vais aller la chercher à l'école. » Le chemin vers l'école fut l'un des plus longs de la vie d'Antoine. Comment dire à cet enfant qui avait déjà tant enduré que sa mère était peut-être en train de mourir? Malgré les failles d'Élise en tant que mère, Antoine savait que Clara l'aimait encore et espérait toujours sa guérison. Mademoiselle Garnier, comprenant la gravité de la situation, libéra Clara plus tôt. Tandis qu'il marchait lentement vers la cabane, Antoine expliqua avec douceur ce qui s'était passé. Clara reçut la nouvelle avec ce même calme stoïque qui avait impressionné Antoine dès leur première rencontre. Mais il pouvait voir la douleur dans ses yeux. « Voudrais-tu la voir » demanda-t-il doucement. « Elle est chez le docteur Martin. » Clara hésita puis hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît. » Dans la petite infirmerie du médecin, ils trouvèrent Élise, pâle et inerte, sur un lit étroit. Le docteur Martin prit Antoine à part pendant que Clara s'approchait de sa mère. « Les dommages à son choix sont considérables », expliqua le médecin à voix basse. « Si elle survit, elle aura besoin de soins importants et elle ne pourra plus jamais toucher une goutte d'alcool. » Antoine acquiesça, regardant Clara prendre timidement la main de sa mère. Le contraste entre l'apparence propre et les tresses soignées de l'enfant et l'état délabré de sa mère était saisissant. En quelques semaines avec Antoine, Clara s'était épanouie, retrouvant cette enfance qui lui glissait lentement entre les doigts sous la négligence d'Élise. « Je ferai tout ce qui est nécessaire pour aider, » dit Antoine au médecin, « pour le bien de Clara. » Ce soir-là, après un dîner sombre, Clara surprit Antoine en posant une question qui pesait visiblement sur son esprit. « Si ma mère meurt, qu'est-ce qui m'arrivera ?» La franchise de la question prit Antoine au dépourvu, mais il savait qu'elle méritait l'honnêteté. « Eh bien, j'y réfléchis. Si tu es d'accord, je voudrais t'adopter officiellement, faire de toi ma fille devant la loi. » Les yeux de Clara s'agrandirent. « Même si ma mère guérit ?» « Même dans ce cas, » confirma Antoine. « Élise aura besoin de temps pour soigner son corps et son esprit. Et tu mérites la stabilité, Clara, un vrai foyer. » Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Clara se jeta dans ses bras pour une étreinte spontanée. Antoine, après un moment de surprise, lui rendit son étreinte, ressentant un amour protecteur qu'il n'avait plus éprouvé depuis la perte de sa femme et de son enfant à naître. « Merci, » chuchota Clara contre sa chemise. « Merci de m'avoir sauvé. » Antoine sentit sa gorge se serrer sous l'émotion. « C'est nous qui nous sauvons mutuellement, Clara. Nous nous sauvons l'un l'autre. » Le printemps arriva à Val-des-Cimes avec la fonte des neiges et l'éclosion des premiers bourgeons. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à l'auberge du Vieux-Chêne, et bien des choses avaient changé pour Antoine et Clara. Élise Vachon avait survécu à son tête-à-tête avec la mort, mais l'expérience l'avait laissée sévèrement affaiblie. Après 2 semaines sous les soins du docteur Martin, elle avait été transférée dans une petite maison de repos tenue par l'Église dans la ville voisine de Rocheville. Là, sous l'œil vigilant des religieuses qui géraient l'établissement, elle avait entamé le douloureux processus de guérison après des années d'abus. Clara rendait visite à sa mère chaque dimanche après la messe, accompagnée d'Antoine. Ces visites étaient souvent difficiles et chargées d'émotions, mais Antoine estimait qu'elles étaient importantes, tant pour Clara que pour Élise. Il attendait dehors pendant leur conversation, leur laissant leur intimité tout en restant assez proche au cas où Clara aurait besoin de lui. Après une de ces visites, fin avril, alors qu'il ramenait la charrette vers Val-des-Cimes, Clara semblait inhabituellement pensive. « Elle s'est excusée aujourd'hui, » dit-elle finalement, brisant le silence confortable qui régnait entre eux. « Ma mère, elle a dit qu'elle était désolée pour ce qu'elle a fait, pour avoir essayé de me vendre. » Clara tritura un fil lâche sur sa robe. Elle pleurait. Antoine garda les yeux sur la route, laissant à Clara le temps d'ordonner ses pensées.
C'est un grand pas pour elle. Qu'est-ce que tu as ressenti? Clara réfléchit soigneusement à la question. De la tristesse et du soulagement, je crois. Elle a dit qu'elle se souvient de cette nuit-là, même si elle avait bu. Elle a dit qu'elle s'en souvient chaque jour depuis que le docteur lui a raconté ce qui s'est passé. Elle leva les yeux vers Antoine. Elle m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner. Et qu'as-tu répondu? Demanda doucement Antoine. J'ai dit que je ne savais pas encore. L'honnêteté de la réponse de Clara reflétait la maturité dont elle avait toujours fait preuve. Est-ce mal de ma part? Demanda-t-elle avec inquiétude. Antoine secoua la tête. Non, Clara, le pardon ne se force pas et ne se précipite pas. Il vient en son temps, s'il vient. Et c'est parfaitement compréhensible que tu ne sois pas prête. Clara hocha la tête, visiblement réconfortée par sa compréhension. Après un autre moment de silence, elle ajouta « Elle a aussi dit qu'elle t'était reconnaissante de t'être occupée de moi quand elle ne le pouvait pas. » Antoine ressentit une vague d'émotion inattendue à ces mots. Il avait nourri une colère considérable envers Élise pour la façon dont elle avait traité Clara. Mais apprendre qu'elle reconnaissait ses failles et appréciait son intervention adoucit quelque chose en lui. « Le juge arrive au village la semaine prochaine, lui rappela-t-il, changeant doucement de sujet. Le shérif Dupuis dit que tout est en ordre pour la procédure d'adoption. Si tu es toujours sûr de toi... J'en suis sûr, affirma Clara sans hésitation. Même si ma mère va mieux un jour, je veux rester avec toi. Elle marqua une pause, puis ajouta avec une pointe de timidité. Je m'entraîne à écrire mon nom. Clara Mercier. Ça sonne juste. Antoine sourit, le cœur gonflé de joie. C'est vrai, ça sonne juste. Le samedi suivant, tout le village se réunit pour la fête annuelle du printemps. Pour la première fois, Antoine et Clara s'y rendirent ensemble, en tant que famille. Le changement dans l'opinion publique avait été progressif mais significatif. À mesure que la vérité sur les actions d'Antoine se répandait et que les gens constataient l'épanouissement de Clara, les murmures s'étaient tus, remplacés par le soutien de la communauté. Madame Leblanc avait organisé un cercle de couture pour confectionner une courte pointe spéciale pour le lit de Clara. François et quelques autres bûcherons avaient construit une véritable bibliothèque pour sa collection grandissante de livres. Même mademoiselle Garnier avait pris un intérêt particulier à l'éducation de l'enfant, lui fournissant des ouvrages supplémentaires et encourageant ses talents évidents. Alors qu'il déambulait à travers la fête, Antoine remarqua que Clara observait un groupe de filles de son âge jouant au cerceau. Parmi elles se trouvait Émilie, celle-là même qui avait été cruelle envers Clara à l'école. « Pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre ?» suggéra Antoine. Clara hésita. « Émilie ne m'aime pas beaucoup. Les gens peuvent changer d'avis, » dit Antoine. « Parfois, ils ont juste besoin d'une occasion de voir les choses différemment. » Avec un encouragement doux, Clara s'approcha du groupe. Antoine observa de loin un moment de conversation maladroite, puis Émilie tendit un cerceau à Clara et lui fit une place dans le cercle. Bientôt, Clara riait avec les autres filles, son visage illuminé par la joie simple de l'enfance. « Elle s'épanouit avec toi, Antoine », fit une voix à ses côtés. C'était le père Laurent, le curé du village qui superviserait la procédure d'adoption aux côtés du juge itinérant. « Elle rend les choses faciles », répondit Antoine, en regardant Clara faire rouler son cerceau avec adresse. « Elle est remarquable. »« Oui, elle l'est. Et ce que tu as fait pour elle l'est tout autant. » Le prêtre marqua une pause, puis ajouta. « J'ai rendu visite à Élise hier à la maison de repos. Elle m'a demandé de te transmettre un message. Elle va signer les papiers d'adoption sans contestation. Elle croit que la place de Clara est avec toi désormais. » Antoine ressentit un mélange complexe d'émotions à cette nouvelle. Soulagement, gratitude et une touche surprenante de compassion pour Élise. « Merci de me l'avoir dit. J'espère qu'elle trouvera la paix. »« Elle fait les premiers pas sur un long chemin, » dit le prêtre. « Mais elle essaie. Et je crois que ses remords sont sincères. » Plus tard dans la soirée, alors que la fête touchait à sa fin et que les lanternes s'allumaient autour de la place du village, un violonneux entama un air entraînant.
Couples et familles se dirigèrent vers l'espace dégagé pour danser. « Voudrais-tu danser, Clara » demanda Antoine en lui tendant la main formellement. Clara gloussa, un son insouciant devenu plus fréquent ces dernières semaines. « Je ne sais pas comment faire, admit-elle. Moi non plus, à vrai dire, confessa Antoine avec un sourire. Mais nous pouvons apprendre ensemble. Et c'est ce qu'ils firent, rejoignant les autres danseurs dans une ronde simple qui demandait plus d'enthousiasme que de talent. Alors qu'ils bougeaient maladroitement mais joyeusement parmi leurs voisins, Antoine aperçut le shérif Dupuis qui les regardait avec approbation, et Madame Leblanc essuyant une larme du coin de l'œil. 3 jours plus tard, dans le petit tribunal du village, le juge Leroux officialisa l'adoption. Clara, vêtue de sa plus belle robe bleue avec un ruban dans les cheveux, se tenait fièrement aux côtés d'Antoine alors que le magistrat les déclarait légalement père et fille. Le petit groupe d'amis venus assister à l'événement applaudit chaleureusement. « Clara Mercier, annonça le juge. Vous êtes par la présente légalement adoptée par Antoine Mercier, avec tous les droits et responsabilités qui en découlent. Puissiez-vous trouver tous deux le bonheur dans votre nouvelle famille. » Ce soir-là, assis sous le porche de leur cabane, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances orange et rose, Clara se tourna vers Antoine avec une expression sérieuse. « Merci de m'avoir sauvé cette nuit-là, dit-elle doucement. Pas seulement d'avoir été vendue, mais de m'avoir sauvé du désespoir. Je ne pensais pas que quelqu'un se soucierait un jour de ce qui m'arriverait. » Antoine passa son bras autour de ses épaules. « Tu m'as sauvé aussi, Clara. Je me contentais de survivre avant ton arrivée. Maintenant, j'ai une raison de vivre. » Clara s'appuya contre lui, apaisée par la certitude d'être enfin chez elle. Vraiment chez elle, pour la première fois de sa jeune vie. Et Antoine, contemplant cette forêt qui avait été son seul refuge pendant tant d'années, réalisa que son cœur avait enfin assez guéri pour aimer à nouveau. Alors que l'obscurité tombait et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, le père et la fille restèrent assis dans un silence heureux, liés non par le sang, mais par quelque chose d'aussi puissant. Le choix de devenir une famille, l'un pour l'autre, alors qu'ils avaient tous deux tant perdu. En fin de compte, songea Antoine, sa décision impulsive de payer 7 pièces dans une taverne par cette nuit d'hiver n'avait pas été l'achat d'une enfant. C'était le prix d'une seconde chance. Pour Clara, pour lui-même, et peut-être même pour Élise, afin qu'ils découvrent tous ce que signifie véritablement une famille.